on va avoir une personne en duplex avec nous pour pouvoir parler de la situation sur place. C'est Katerina en l'occurrence. Tu es en direct d'une ville entre Kiev et à la frontière avec la Pologne, une ville dont je vais pas te mentir, j'ai un peu de mal à prononcer le mot, le nom, pardon. Khmelnytski, est-ce que je le prononce mal? Oui, je le prononce mal, je pense. Bonjour. Oui, la prononciation, ça va. La ville s'appelle Khmelnytsky. Tu le prononces effectivement, logiquement, beaucoup mieux que moi. Merci beaucoup déjà d'être présente avec nous aujourd'hui pour pouvoir échanger. Je précise pour donner un peu de contexte à la situation que tu as dû quitter la capitale Kiev en fait, dans les premiers jours suivant l'invasion de l'Ukraine. Tu te trouves du coup actuellement dans une autre ville. Pourquoi et comment s'est fait ce déplacement déjà pour comprendre tout ça? Alors j'ai dû quitter la capitale car le matin, quand tout ça, le 24 février, quand tout ça a commencé, j'avais peur, je savais pas quoi attendre, donc j'ai préparé mon sac à dos, j'ai pris l'essentiel et voilà, j'ai quitté la capitale en train. J'ai acheté, heureusement, j'ai réussi à acheter les billets. Et comme ça, moi, avec mon copain, nous avons quitté la ville et maintenant nous sommes chez ses parents qui nous ont accueillis. Voilà, donc je suis heureuse que j'ai eu cette possibilité car vraiment le nord d'Ukraine, Kiev, ce sont encore les villes en danger. Hmm. Et là où tu te Ici, trouves... ici, je me calme en sécurité. Ok. Parce qu'aujourd'hui, tu te sens en sécurité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affrontement là où tu te trouves aujourd'hui. Comment est la situation pour toi actuellement où tu te trouves et même plus généralement, les gens que tu vois autour de toi, ils sont dans quel état d'esprit? Est-ce que eux, ils pensent pouvoir rester là où ils sont aujourd'hui? Est-ce qu'ils souhaitent éventuellement bouger? Alors, c'est une bonne question. Il y a deux types de gens ici. Il y a ceux qui ont quitté déjà le pays car ils ont peur. On ne sait jamais où ils vont arriver, jusqu'à la frontière polonaise ou non, etc. Et il y a les gens comme moi, comme notre famille ici, qui restent toujours en Ukraine et nous voulons rester ici et on espère pour le meilleur. Euh, En général, la vie ici est calme, comme toujours. Nous avons quelques alertes par jour, 3, 4. Voilà, on se cache dans le Hmm. sous-sol, comme tout le monde. Mais heureusement, il n'y a pas de bombardement. Il n'y a rien Hmm. ici. La ville est calme. Les marchés sont ouverts. Voilà, les gens essayent de se promener un tout petit peu dehors pour respirer, pour changer l'image. Hmm. Mais bien sûr, tout le monde pense à cela et on n'oublie jamais ce qui se passe à l'est, au nord, au sud. Ma ville natale, c'est Tchernigov. C'est une ville au nord d'Ukraine, qui a la frontière commune avec Biélorussie et Russie. Alors, mes parents sont toujours là-bas. Et de temps en temps, j'ai réussi à avoir le contact avec eux et la situation là-bas est vraiment critique car chaque jour, les Russes et Biélorusses n'arrêtent pas les bombardements en avion avec voilà, ces stations militaires, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Notre quartier était bombardé, les immeubles à côté aussi, et même aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu parler ou non, il y avait une annonce que les Russes ont fusillé les gens une queue d'attente. Les gens voulaient Hmm. prendre le pain. Le gouvernement distribue le pain pour que les gens ne meurent pas. Et ils ont fusillé 10 personnes. Et c'est à côté de ma maison, c'est 5 minutes à pied. Et chaque jour, voilà, je lis les actualités et je vois que la situation devient pire. Et vraiment, j'ai peur de mes parents qui sont là-bas et il est impossible de quitter la ville. Il n'y a pas de corridor vert pour sortir. Et voilà, comme ici je suis en sécurité, mais je ne dors pas parce que chaque jour je Hmm. pense toujours à mes parents qui sont Ouais. à l'épicentre de tous ces événements.
qui sont forcément en grosse difficulté là-bas. C'est effectivement quelque chose dont on a parlé aujourd'hui sur la chaîne. On voit une pluie de cœur pour toi dans le chat en ce moment aussi. Qu'est-ce que tu... forcément, là, on est suivi par beaucoup de jeunes, mais surtout par des Français en très grande majorité. Quel message, Katharina, est-ce que tu souhaiterais faire passer aux Français et plus généralement d'ailleurs aux pays occidentaux qui dans ce conflit-là, est-ce que tu trouves qu'ils sont suffisamment engagés? Quel est le ressenti de toi et même de ton entourage sur la question de l'implication éventuelle des Occidentaux et de la France? Moi, j'ai beaucoup d'amis en France. Ils ont écrit les messages, les textos. Tout le monde m'invite, tout le monde veut accueillir les jeunes ukrainiens. Donc, je suis très reconnaissante à cette aide qu'on reçoit des pays européens et la France surtout. Le seul message que je voudrais transmettre pour que tout le monde sache que la guerre, c'est vrai, c'est en réalité c'est ce que se passe dans notre pays et on souffre énormément de cela. Ma vie est arrêtée le 24 février. Voilà, je peux pas vivre comme avant. Et vraiment, la liberté, c'est la seule chose je sais pas, la seule chose que nous pouvons apprécier dans la vie. Et j'aimerais, je voudrais crier pour que tout le monde fasse quelque chose, pour que le gouvernement européen arrête cette guerre ici en Ukraine, parce que les gens ici sont les mêmes que partout et nous voulons vivre comme avant. Et on a notre pays, on a le choix et nous voulons vivre librement, sans les Russes, sans les autres influenceurs sur notre pays. Merci beaucoup, Katharina, pour ton témoignage. Vraiment, on fera en sorte de rester en contact avec mon équipe et de pouvoir te recontacter éventuellement pour reprendre ton témoignage, pourquoi pas dans les prochains jours. C'est important d'avoir ton retour et courage à toi et à tes proches, à ta famille, du coup, pour les prochains jours. Et on se tiendra évidemment au courant. Courage à toi. Ola, tu viens d'entendre le témoignage de Katharina. Alors, on t'a entendu peut-être ces 2 dernières semaines, pour ceux qui ont suivi nos dernières émissions. La dernière fois qu'on s'est parlé, tu étais encore en Ukraine. Tu étais à Kiev, la capitale, dans le métro souterrain. Aujourd'hui, on te voit ici. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté de venir encore une fois échanger avec nous et tous ceux là qui nous regardent en ce moment. Déjà, comment s'est passé le voyage? Comment déjà a été prise cette décision de quitter l'Ukraine et de venir ici en France? Oui, merci de m'avoir invité. C'était pas si difficile cette décision, donc j'ai dit jusqu'au dernier moment que non, je veux pas quitter l'Ukraine, que je veux pas quitter Kiev, c'est ma ville natale, donc je peux me rendre utile ici, donc je peux faire du bénévolat, je peux faire quelque chose, je vais soutenir ma famille parce que je sentais que je suis responsable pour ma famille. Mais puis, donc, je pouvais pas travailler là-bas parce que j'étais toujours dans l'état de stress et après, donc, les nuits dans le métro, c'était comparativement confortable si on compare avec les nuits dans le sous-sol. Mais quand même, c'était dur et donc j'étais vraiment épuisée. Et après, avec le bénévolat, c'était vraiment difficile de trouver quelque chose à faire parce que oui, chaque fois que je suis arrivée dans les centres de bénévolat, on m'a dit que non, on n'a pas besoin de bénévolat, on en a déjà beaucoup, donc peut-être venez demain ou dans quelques jours, on va vous appeler. Donc il y a trop de gens qui aident, il y a trop de gens qui se sont inscrits donc les premiers jours de la guerre. Et donc c'était difficile de trouver quelque chose à faire. Et donc je pensais que peut-être si je continue de travailler, si je continue de maintenir l'économie ukrainienne, tout ça, parce que je travaille pour une entreprise ukrainienne. Et donc, ici en France, je peux être aussi utile sur place. Donc, il y a beaucoup de réfugiés qui ne parlent pas français ni anglais. Donc, je peux aider quelqu'un. Donc là, pour bien comprendre la situation, et après, on va revenir sur là, du coup, le voyage qui t'a amené ici. Mais donc, tu continues aujourd'hui à travailler encore pour l'entreprise qui est basée en Ukraine, ce qui te permet forcément d'avoir des revenus. Mais du coup, tu
te sens aussi utile ici. Alors, tu es arrivé là très récemment, mais tu vas pouvoir aussi, ce que tu dis, aider les personnes qui sont actuellement sur place en France et qui viennent d'Ukraine. Et comment est-ce que vous faites d'ailleurs pour échanger vous avez, avec les autres Ukrainiens qui seraient présents ici, il y a des assos ou autres qui permettent de faire le lien, ou comment est-ce que tu as pu voir tout ça? Ah oui, donc il y a beaucoup de sites, il y a beaucoup d'autres ressources, on peut se parler, on peut se trouver. Et moi, personnellement, je trouvais un logement ici avec le groupe Facebook. Et là aussi, je vois beaucoup d'autres questions des Ukrainiens, donc quelques appels à l'aide, je sais pas. Mais oui, j'ai pas encore eu le temps pour faire quelque chose pour aider, mais en fait, je pense à juste aller à la gare, donc aux gares où les Ukrainiens descendent. Et parce il y a déjà beaucoup de bénévoles avec des vêtements, de la nourriture et tout ça, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent ukrainien ou russe. Et donc, là, les personnes ont vraiment besoin d'aide parce que oui, beaucoup d'Ukrainiens ne maîtrisent pas des langues, mais ça va. Et D'ailleurs, donc, beaucoup se demandent comment est-ce que toi, tu as appris le français. Ça a été à l'école ça a été à l'école ou comment ça s'est fait? Tu parles très bien et c'est un retour aussi qui est... Ouais. Merci. Et donc, j'ai pris le cours de français et en fait, si quelqu'un a besoin de cours de français, donc je peux le conseiller. Oui, aussi, j'ai regardé tes vidéos, donc ça m'a aidé beaucoup. Oui, c'est vrai que oui, tu as dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est assez marrant. Ça peut aider pour apprendre aussi le français. Oui, c'est le cas de certains qui regardent les lives en ce moment. Si on revient un petit peu sur ton parcours, t'es du coup arrivé en France là très, très récemment. C'était ce week-end, tout juste, ou même un peu... Ah oui, c'était lundi. Ouais, c'était lundi. Le voyage, comment est-ce qu'il s'est passé? T'es parti du coup de la capitale Kiev pour arriver ici. T'as pris près de 5 trains, c'est ça? Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce qu'on fait pour quitter comme ça l'Ukraine? Donc, il y a quelques moyens pour quitter l'Ukraine, donc quelques moyens de transport. Donc, j'avais des doutes entre les bus et les trains parce que, oui, on a vu beaucoup de photos que dans les trains, il y a trop de gens, que les trains sont bondés, donc il n'y a pas d'espace pour dormir, pour s'asseoir même. Et donc, je pensais que ce serait trop dur, ce voyage. Mais les bus sont un peu plus dangereux parce que, oui, il y avait déjà des bus sur lesquels les Russes ont tiré. Et donc, je pensais que le train, c'est peut-être un peu plus sécurisé, en plus, c'est plus vite, et c'est plus vite à la frontière aussi. Et donc, oui, j'ai pris le train Kiev-Budapest. Et il n'y avait pas beaucoup de gens, donc c'était très confortable, presque vide, donc j'ai pu bien dormir. Et... Ce qui est étonnant au passage, c'était quoi? Tu penses qu'on en parlait tout à l'heure, peut-être que le train n'était pas signalé, et du coup, c'est un train qui n'était pas affiché. Ah oui, ouais. Donc oui, j'ai pas connu que ce train même existe, parce que oui, nous avons chaque soir, nous recevons la liste de trains d'évacuation de notre comme SNCF, mais ukrainien. Ah oui, et donc il n'y avait pas ce train, donc il y avait juste train qui va à Varsovie, Varsovie, je ne sais pas comment vous dites. Ouais. Oui, mais c'était un peu plus tard, et donc oui, j'ai planifié de prendre ce train, mais après je suis arrivée à la gare et il y avait l'annonce qu'il y a le train jusqu'à Budapest, et je pensais, pourquoi non? Donc, tu as été à Budapest et après la suite, comment ça s'est passé? Et d'ailleurs, sur chacune de ces étapes, à Budapest par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui viennent en aide aux Ukrainiens qui essaient de bouger, ou est-ce qu'à partir de là, après c'est à toi de faire ton trajet? Comment ça se passe ce suivi-là, et si jamais il y a un suivi? Ah oui, il y avait en fait beaucoup de volontaires, donc à chaque gare il y en avait beaucoup, mais à Budapest il y en avait vraiment trop, oui, parce que c'est à côté de la frontière, donc oui, et il y avait partout à chaque étape, il y avait des gens qui parlaient russe, ukrainien, donc quand j'ai acheté les billets pour les trains suivants, donc c'est quelqu'un qui m'a aidé aussi, beaucoup de nourriture, de vêtements, d'aide, pas juste psychologique, financière aussi, tout ça, donc on pouvait demander. Et donc oui, tous les billets pour les Ukrainiens maintenant sont gratuits pour les trains. Et donc, dans toute l'Union européenne, c'est ça? Ah oui, et donc tout ce que j'ai payé, c'était juste pour la réservation de places dans quelques trains, mais pas partout. Et donc c'était juste, je sais pas, 3 à 5 euros. Ok, et donc tu as fait Budapest. À partir de là, comment est-ce que tu as continué? Ah oui, donc j'ai dû passer presque toute la journée à Budapest pour attendre mon train vers Salzbourg, Autriche. Après, j'ai pris le train pour Munich, Allemagne. Après, pour Stuttgart, Allemagne. Et après, enfin, oui, c'était Paris. Donc, au total, c'est 5 trains et 2 jours.
Et là, quand tu arrives en France, comment ça se passe? Alors, je ne sais plus quelle gare c'est depuis l'Allemagne, mais bref, peut-être gare de l'Est, j'imagine. Enfin bref, Oui. tu arrives à Paris, tu as un accueil ici, enfin, de la même façon, tu as des volontaires, ou alors là, c'était toi-même qui t'es organisé? Oui, moi, c'était moi-même parce Mm. que, oui, parce que je parle français et aussi c'est pas ma première fois à Paris, donc je peux me débrouiller un peu dans le métro, donc trouver quelque chose. Mais normalement, donc il y a beaucoup de volontaires qui sont prêts à aider aussi à la gare de l'Est. Mm. Et ces familles, ces gens qui accueillent les Ukrainiens, donc d'habitude, ils peuvent aller à la gare oui, pour rencontrer les gens. Donc il y a toujours de l'aide. Et donc même si ce sont des gens qui ne parlent pas français, qui n'ont pas encore trouvé le logement, donc quand même il y a beaucoup de volontaires qui peuvent t'amener, je sais pas, à l'accueil ukrainien, donc cette association et tout ça. Et aujourd'hui, toi, tu es présente ici. On va parler de ta situation et de ce que tu vas pouvoir faire ici, mais tu as toujours une bonne partie de ta famille qui est du coup en ce moment en Ukraine. Qu'est-ce qui, eux, les pousse à rester? Est-ce que toi, j'imagine que ça a dû être dur aussi de prendre ce choix, de se dire, prendre cette décision de moi, je pars, alors qu'une partie de ma famille y est encore? Ah oui, vraiment, c'est trop difficile et donc c'est pourquoi j'ai attendu, je sais pas, 3 semaines, j'étais à Kiev. Je voulais pas partir parce que je sais pas comment j'allais quitter ma famille. Mais enfin, donc nous avons été un peu séparés à Kiev parce que moi, j'ai passé chaque nuit dans le métro et eux, non, c'est parfois, ils sont descendus dans le métro, mais parfois, donc pour eux, je sais pas, c'était normal de dormir chez eux, juste, je sais pas, entendre toutes ces sirènes. Pour moi, c'était impossible. Donc, oui, j'ai compris que nous sommes quand même un peu séparés. On passe beaucoup de temps oui, dans les lieux différents. Et donc, j'ai quitté. En plus, ils sont tous ensemble. Donc, il y a mes parents, mon frère, mes grands-parents qui habitent juste à côté. Et donc, oui, donc les grands-parents ne veulent pas quitter. Mon frère ne peut pas quitter l'Ukraine. Et donc, ma mère elle doit rester avec eux. Et donc, c'est pourquoi oui, personne n'a quitté. Et tu es la seule à avoir bougé ici. Et les nouvelles que tu as d'eux, c'est lesquelles? C'est vrai qu'on entend beaucoup dans l'actualité que les forces russes se rapprocheraient de façon très importante. On a entendu parler de bombardements ces 2-3 derniers jours au sein de la capitale. C'est quoi les nouvelles que tu as de leur côté sur leur quotidien ces derniers jours? Donc hier, par exemple, je me suis réveillée très très tôt par le message de ma mère où elle a dit nous sommes OK, ne t'inquiète pas. Et bien sûr, j'ai commencé à m'inquiéter parce que oui, pourquoi ce message? Oui, sinon tu n'envoies pas ce message en général. Ouais. Oui, donc j'ai ouvert des actualités, j'ai vu que Kiev a été bombardé et donc quelques quartiers résidentiels et la station de métro près de laquelle on habite a été aussi bombardée. Donc là où je passais toutes ces nuits, donc l'entrée est détruite, et, oui, tous les alentours. Donc il y avait le marché, il y avait beaucoup de magasins, donc ils sont tous détruits, il y a tout des ruines. Et donc oui, c'est là où on a passé toute la journée. Donc oui, je me suis promenée là-bas, je fais du bénévolat là-bas. Et oui, donc bien sûr que j'ai commencé à m'inquiéter. Et oui, c'était hier et aujourd'hui, il y avait aussi beaucoup de bombardements à Kiev. Donc vraiment, la situation est très grave maintenant là-bas. C'est pourquoi nous avons un couvre-feu de 36 jours. 36 heures. Ouais. Sur les 2-3 prochains jours, c'est ça pour... ouais. Oui, et ça se termine, je crois, demain matin. Okay. Oui, et ça a commencé hier soir. Donc c'est un couvre-feu pour faire en sorte que les habitants ne sortent pas au vu du risque important de bombardement. Ah oui. Et aussi, peut-être notre gouvernement pense qu'il y a des saboteurs, parce que les premiers jours, on avait beaucoup de saboteurs à Kiev, et donc c'est pourquoi il y avait beaucoup de fusillades, donc beaucoup de morts juste dans les rues. Et après, on a eu aussi cette journée de couvre-feu. Des saboteurs qui seraient, pour bien comprendre, qui seraient quoi, des pro-russes qui seraient là pour semer la terreur ou alors pour autre chose? Ouais. Oui, donc ce sont les Russes, normalement, ce sont les Russes, mais qui sont habillés dans les vêtements civils, oui, mais qui ont des armes, oui, et qui peuvent oui, tirer sur les gens. Et donc les premiers jours, on en avait beaucoup, et donc juste à côté de moi, parce que j'habite à côté de l'objet militaire. Et donc, nous avons eu les fusillades juste au-dessus de notre immeuble et c'est pourquoi on a passé vraiment le jour et la nuit dans le sous-sol. Et après, on a eu cette journée de couvre-feu où on a réussi de se débarrasser de la plupart de ces saboteurs. Je voudrais te poser une question, je ne sais même pas comment formuler, mais sur cette arrivée en France, là on va parler un peu plus après de la suite pour toi, mais
C'est arrivé en France où certes on parle de ce qui se passe en Ukraine très souvent, mais forcément ça paraît lointain, ce serait peut-être pas le bon mot, mais on a d'autres sujets d'actualité qui sont présents. On parle beaucoup de la présidentielle française, il y a d'autres choses aussi en ce moment. Toi, tu as quitté une capitale, je ne sais pas si le terme d'assiégé est bon, mais en tout cas encerclé au moins en partie par les Russes. Tu as fui ce pays qui est en guerre avec des proches à toi qui sont encore dans cette zone de guerre ou alors qui sont mobilisés pour le combat. Tu arrives en France ici, qu'est-ce que tu ressens quand tu arrives d'ailleurs en France ces derniers jours et quand tu vois aussi cette vie forcément et ce quotidien différent, qu'est-ce que tu ressens? Oui, donc les premiers jours à Budapest, en Allemagne, c'était vraiment difficile parce que oui, donc je regarde les gens et donc ça va, je pense que c'est une belle ville ou quelque chose comme ça. Et après, donc je comprends, il n'y a pas de guerre, donc les gens ne connaissent pas ce que c'est la guerre vraiment. Et c'est difficile. Et ici à Paris, donc cette ville est super bruyante, il y a toujours des sirènes, des pompiers et tout ça. Et bien sûr, ça me dérange aussi un peu. Mais quand même, je rencontre vraiment beaucoup de soutien, beaucoup d'aide. Donc, même dans les trains, donc il y avait juste une femme française que j'ai vue pour la première fois qui m'a proposé tout d'abord une pomme, après qui m'a parlé, après elle a trouvé déjà des amis qui pourraient m'accueillir chez eux. Donc, il y a vraiment l'aide partout, même si je ne demande pas. Mais il y en a, et donc je vois parfois aussi les drapeaux ukrainiens, donc bien sûr, ça me réchauffe un peu. Donc, ouais. On peut imaginer à tout point de vue que c'est des sensations particulières de sortir d'un pays en guerre, d'avoir toujours ta famille là-bas et de sentir ce décalage d'une certaine façon, même si, comme tu le dis, ça reste un sujet qui est beaucoup évoqué. Pour toi, du coup, tu es arrivé là, il y a lundi, donc il y a tout juste 2 jours à Paris. Comment est-ce que tu as fait en sorte de, ne serait-ce que trouver un logement? Comment est-ce que tu t'es organisé pour le faire? Et donc, j'ai vu juste le groupe sur Facebook. Je me souviens plus comment je l'ai trouvé, mais j'ai eu avant donc, beaucoup de groupes comme Français à Kiev, donc aussi pour aider quelques Français, mais c'était avant la guerre même. Et peut-être là, j'ai trouvé ce groupe, et donc ce groupe s'appelle comme Réfugiés ukrainiens à Paris ou quelque chose comme ça, ou en France. Et là, juste, j'ai envoyé le message que je cherche un logement, donc moi, je viens de Kiev et tout ça. Et donc, il y avait vraiment, j'ai reçu beaucoup d'offres de logements, donc partout en France, donc dans le sud, dans l'ouest, dans les régions différentes, oui. Mais je décidais de m'installer à Paris maintenant, oui, pour faire toutes les démarches administratives et aussi pour passer un peu le temps ici, parce que j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de connaissances ici, donc ça serait facile. Peut-être je vais quitter Paris pour une autre région, mais maintenant, je sais Et pas. c'est vrai qu'une question qu'on peut se poser aussi, c'est là quand tu pars sans savoir pour combien de temps aussi. J'imagine que c'est une question que tu t'es posée ou même que tes proches t'ont posée. Est-ce que tu sais aujourd'hui ce qu'il en est? J'imagine que ça dépend forcément aussi de la guerre, mais ça va être aussi une situation particulière, j'imagine, pour toi, de te dire je suis là aujourd'hui, je vais essayer de faire des choses, même si tu continues à travailler pour ton entreprise qui est en Ukraine, mais je vais essayer de faire des choses et en même temps, je ne sais pas pour combien de temps je reste et comment ça va évoluer. Ça va être pas facile aussi. Ah oui, c'est difficile parce que je sais pas même donc j'ai pris très peu de vêtements par exemple, j'ai pas de vêtements d'été parce que oui, j'espère quitter la France bientôt donc dans les prochaines semaines. Mais bien sûr, je sais pas qu'est-ce qu'il va se passer en Ukraine donc les prochaines semaines peut-être la situation va s'aggraver à Kiev et oui, c'est vraiment difficile et donc je sais pas. Une question qu'on peut se poser, que j'ai vue tout à l'heure, elle concerne l'aide potentielle qu'on peut apporter, nous, en tant que Français, Parisiens, mais pas que, puisqu'on sait que des réfugiés ukrainiens, il va y en avoir de plus en plus, du fait de ces millions d'Ukrainiens qui ont déjà quitté le pays. Comment est-ce qu'on peut aider? Toi, tu as été aidé comment et comment est-ce que chacun d'entre nous peut éventuellement aider? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire de la France, d'autres pays. Donc, premièrement, oui, il y a beaucoup de réfugiés et il y a besoin de volontaires. Donc, il y a besoin de vêtements, premièrement, parce que oui, comme moi, j'ai mon sac à dos et c'est tout avec moi, donc je n'ai pas beaucoup de vêtements. Et donc, il y a des stations qui donnent des vêtements, mais quand même, je pense qu'il y a toujours ce besoin.
Et d'autres choses aussi pour les bébés, pour les animaux, donc tout ça. Oui, donc à la gare, il y en a beaucoup, mais quand même, je pense que oui, ça sera utile. Après, donc, vous pouvez aussi accueillir des réfugiés chez vous, donc c'est pas le problème. Donc parfois, ce sont des familles de quatre personnes avec 2 chiens. Oui, mais parfois, c'est juste comme moi, donc une personne qui n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Donc même si vous avez, je sais pas, un lit, peut-être ça sera utile. Donc si vous n'êtes pas contre, donc pourquoi pas. En fait, vous pouvez faire les dons, donc aider les Ukrainiens, donc peut-être envoyer quelques aides humanitaires en Ukraine. Donc on n'a pas vraiment besoin de vêtements en Ukraine parce que je sais que nos organisations les reçoivent vraiment beaucoup. Mais on a besoin plutôt des produits pour les bébés, des vêtements militaires et des choses militaires, donc peut-être les drones, oui, les vêtements militaires, des choses comme ça. Et après, on peut aussi, je sais pas, avoir des manifestations donc pour soutenir l'Ukraine, pour demander de fermer le ciel ou au moins de donner ces avions, ces chasseurs. Et donc, oui, ça doit être... l'Ukraine. C'est vrai qu'on a eu des manifestations au début, je pense, du jour de l'invasion en Ukraine. Il y avait eu une manifestation à la Place de la République et le samedi ou le dimanche, il y en a eu une deuxième, mais il n'y a pas eu de nouveaux mouvements majeurs depuis. Et on comprend qu'il y a du coup de l'aide qui est possible pour ceux qui arrivent, notamment via ces groupes Facebook que tu as pu évoquer, pour tous les réfugiés ukrainiens qui arrivent, de l'aide, que ce soit via des dons ou autres, pour les personnes actuellement en Ukraine, à tout point de vue, d'ailleurs, qui peuvent venir tant du gouvernement que de la population, et aussi cette mobilisation peut-être plus de l'ordre du soutien, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait l'évoquer, mais via les manifestations, via tout ça, de faire comprendre aux Ukrainiens qu'ils ne sont pas seuls dans la situation actuelle. Merci beaucoup, Ola, pour ton temps, d'avoir accepté de venir ici, alors que j'imagine que tu vas être forcément fatigué et à tout point de vue, psychologiquement et physiquement, de la situation et du voyage que tu as eu là. C'est important d'avoir ton témoignage. Je te le dis à chaque fois que tu prends la parole, mais je le vois aussi via tous les commentaires et là qu'on voit actuellement dans le chat. Je te laisserai aussi les voir. On se tiendra évidemment au courant, et même si tu veux repasser dans les prochains jours, ce sera avec grand plaisir pour continuer à suivre aussi comment se passe toi ton arrivée ici, ton intégration, et comment est-ce que tu t'en sors à tout point de vue, parce qu'on imagine que c'est forcément bien compliqué. Tu le verras, il y a une pluie de cœur dans le chat en ce moment. Merci beaucoup, Ola, d'avoir accepté de venir ici. Courage évidemment pour les prochains jours à Paris, et aussi pour tes proches. Évidemment, on pense fort à eux en ce moment, et puis on aura l'occasion de reparler de tout ça dans les prochains jours. Merci beaucoup, Ola. Oui, merci beaucoup.